Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons retrouver Arnaud, notre expert finance, pour un échange passionnant autour de son quotidien de directeur financier externalisé ou aussi appelé intégrateur financier. Vous allez comprendre ce qu'il fait au quotidien, comment il accompagne ses clients et les actions concrètes qu'il met en place pour les aider. L'objectif de cet épisode est double. Premièrement, vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un directeur financier, un directeur administratif et financier. Je connais de nombreux entrepreneurs qui ne soupçonnent pas en fait avoir ce besoin qui pourrait pourtant résoudre de nombreux soucis dans leur quotidien d'entreprise. Mais aussi, deuxième objectif, vous faire découvrir d'une manière plus générale l'aspect financier d'un business. Parce que oui, si aujourd'hui vous n'avez pas encore ce besoin d'externaliser les finances dans votre entreprise, je vous garantis que vous avez besoin de gestion financière, quel que soit entre guillemets votre niveau d'entreprise, que vous soyez débutant, que vous ayez commencé votre activité il y a 2 semaines, ou bien que cela fasse déjà 15-20 ans que votre entreprise existe, eh bien vous avez besoin de finances. Donc dans cet épisode, vous allez aussi trouver des pépites et comprendre un petit peu le système financier dont les entrepreneurs en ligne notamment, ont besoin. Vous allez voir, Arnaud vous délivre un max de valeur et j'ai très hâte. J'espère que vous apprécierez l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Arnaud, comment vas-tu ? Salut Sonia, ça va super et toi ? Écoute, ça va super bien. On te retrouve sur cet épisode aujourd'hui pour aller un petit peu plus en profondeur sur ton activité de DAF. Est-ce que je peux dire DAF ? Est-ce que c'est comme ça que tu te définis, toi ? Peu importe comment je me définis, c'est important, c'est que ça parle dans la tête de ton audience. Donc ouais. DAF, donc directeur administratif et financier, DAF externe, ou intégrateur financier. Je pense que ça parlera peut-être autant pour ceux qui maîtrisent le terme d'intégrateur, intégratrice. Ok, super. On va parler DAF ou intégrateur, je dirais peut-être l'un ou l'autre de manière aléatoire. L'idée, c'est de comprendre un petit peu justement ton métier, à quoi ça ressemble une intervention de ta part dans un business. Parce que quand on dit finance, parfois on prend un peu peur, on n'y comprend rien, on se dit que c'est pas fait pour nous. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui mettent un peu ça sous le tapis en mode bon, il y a l'argent qui rentre, il y en a qui sort, mais bon, on est toujours à peu près bien. Je suis pas forcément dans le rouge, donc ça va à peu près, et je m'arrête là. Et donc du coup, l'idée c'est de rassurer aussi un petit peu les gens dans cet épisode, de comprendre ce que tu fais. Et donc après, l'idée, ça peut être de se dire, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui intervient dans mon business à ce niveau-là, mais aussi peut-être, ok, il y a peut-être des actions que je peux mener moi de mon côté, sans que ce soit quelque chose de trop compliqué ou trop horrible, en fait. Très bien. Alors déjà, des entrepreneurs qui pilotent leur business en regardant leur compte bancaire, en se disant, tiens, aujourd'hui, je suis dans le vert, donc tout va bien. J'en vois beaucoup qui ne voient pas beaucoup plus loin que le jour. Et ça, c'est à la fois dommage et un peu effrayant en ce qui me concerne. On a évoqué précédemment le besoin d'anticipation, le besoin de mettre en place des prévisionnels, etc. Donc, c'est vraiment ce vers quoi j'aspire à amener mes clients. Il faut savoir que dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant peut-être une petite dizaine d'années en ce qu'on appelle FP&A en anglais. Donc, c'est vraiment c'est Financial Planning and Analysis. Donc, c'est tout ce qui est planning, planification, budget, forecast, etc. Et donc, moi, j'ai une vraie sensibilité, voire presque une déformation professionnelle à toujours regarder le futur et un petit peu moins regarder le passé. Bref. Alors, pour répondre à ta question, concrètement, qu'est-ce que je fais avec mes clients ? Alors, ça va dépendre du niveau de maturité de leur business. Je dirais que les entrepreneurs qui sont, on va dire, solopreneurs, qui commencent à s'intéresser à la thématique financière, ce que je fais souvent avec eux, c'est plutôt du mentorat. C'est-à-dire que on échange sur leur business, sur leurs objectifs, etc. Et je leur débloque souvent des prises de conscience, parce que quand ils me contactent, souvent, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas.
Et Hyper lors de intéressant. l'échange, on met le doigt assez rapidement sur des gros leviers d'opportunités qui soient court terme ou long terme. Alors, les leviers d'opportunités long terme, de genre d'investissement, il y en a qui me contactent pour des questions d'investissement immobilier notamment, genre acquérir sa résidence principale ou faire de l'investissement locatif, ce genre de choses. Donc en parallèle de l'activité d'entrepreneur, les entrepreneurs qui veulent développer leur patrimoine en plus de développer leur business. Et donc on a des échanges là-dessus avec une vision long terme, voire très long terme. Alors, a priori, je ne serai pas là pour voir les résultats à très long terme, mais par Mm. contre, je sais que le temps joue en faveur de l'entrepreneur qui met les bonnes actions en place le plus tôt possible. Donc, je me gratifie quand un entrepreneur prend une séance de mentorat et se dit, tiens, oui, je vais mettre ça et ça en place. Moi, je verrai pas forcément le résultat, mais je sais qu'il part dans la bonne direction. Donc ça, c'est pour la partie mentorat. Alors, elle n'est pas réservée uniquement aux solopreneurs. Ça m'arrive de faire du mentorat avec des entrepreneurs qui ont des business à 6 voire 7 chiffres. Mais voilà, en tout cas, les autres produits que je propose, en général, ne sont pas pertinents pour des solopreneurs, donc je ne propose que le mentorat. Je D'accord. referme ma parenthèse sur le mentorat. Concrètement, ce que je fais avec mes clients, donc qui sont, on va dire, au minimum à un business qui réalise 6 chiffres de chiffre d'affaires, idéalement autour du demi-million de chiffre d'affaires pour que ce soit vraiment pertinent et qu'on Mm. puisse maximiser les impacts. Ce que je fais avec eux déjà, c'est un premier audit, c'est de comprendre comment ils sont structurés, quels sont leurs systèmes financiers, s'ils en ont. Souvent, il y en a pas ou peu. Donc, quand il n'y en a pas ou peu, je les aide à les mettre en place, à les configurer. S'il y en a, on voit la qualité de l'existant et on voit ce qu'on peut leverager, ce qu'on peut utiliser comme matière. Ce Mhm. qu'il faut savoir, c'est que voilà, pour un bon pilotage, on a besoin de data, on a besoin de chiffres. Oui. Et pour ces chiffres, il faut les collecter. Donc il y a plein d'outils qui existent sur le marché. Encore faut-il en mettre un en place et surtout s'y tenir, avoir une routine et bien l'entretenir pour pouvoir exploiter ces chiffres. Mm. Donc je fais ce travail avec mes clients déjà de mise à plat de l'existant pour le plus vite possible basculer sur le prévisionnel. Ok. C'est difficile de faire un prévisionnel si on ne maîtrise pas l'existant. Donc les fondamentaux, c'est maîtrise de l'existant, réalisation d'un prévisionnel dès que possible. Et en réalisant le prévisionnel, on se pose des questions qui sont d'ordre stratégique, parfois même des objectifs commerciaux. Ça Mhm. peut nous amener à faire évoluer la grille tarifaire, ça peut nous amener à faire évoluer les modalités de règlement, ce genre de choses. Et une fois qu'on a bâti notre prévisionnel, qu'on voit si ça tient la route, on peut passer justement sur de l'analyse. Et donc cette analyse, vraiment stratégique sur on va dire, les 12 mois qui viennent, potentiellement sur plusieurs années à venir, de se faire un plan à moyen terme en se disant, voilà où je veux aller et voilà le plan d'action pour y aller. Donc c'est ce qu'on fait avec mes clients. Ok, hyper intéressant. En fait, c'est vraiment le pilotage par la finance, quoi. C'est-à-dire que là, tu prends en commande le volant gestion financière. Enfin, tu prends entre tes mains, pardon, le volant gestion financière et tu vas piloter une partie de l'activité de cette manière-là. Donc, il y a d'abord, bien sûr, toute la mise à plat, définir en fait un système, comme tu dis, un système financier pour récolter les données, etc. Mais une fois qu'on a ça en place, ce que tu permets aux clients que tu accompagnes, c'est d'avoir une partie vraiment du pilotage via la data financière. C'est-à-dire que ça va driver jusqu'à certaines stratégies ou tactiques d'entreprise. C'est pas simplement bon ben voilà, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, j'ai fait tant de rentabilité ou de bénéfices et puis bisous, au revoir quoi. Ça va au-delà. Absolument. Donc, le fait est que la finance ne se substitue pas aux décisions du dirigeant. Elles viennent Bien sûr. les alimenter, elles viennent les éclairer. Donc, quand tu parles de prendre le volant, moi, j'aurais plus l'image du copilote. Tu vois, tu es dans le cockpit, Hmm, t'es pilote de rallye, et la finance, c'est celui qui lit la carte, qui va te intéressant. permettre d'arriver à bonne destination. Après, c'est le chef d'entreprise qui a les mains sur le volant, et Sébastien Loeb qui pilote, tu vois. Et le financier, il est dans l'ombre, en fait. Il n'a pas la notoriété du pilote de rallye, mais c'est lui qui va être décisif pour prendre le chemin le plus court pour ne pas faire de sortie de piste Hmm, et qui va s'assurer que tous les aspects techniques fonctionnent en fait. ok. Euh, voilà le rôle pour moi du financier. Il va éclairer les décisions. Hyper intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment ce côté, euh, en fait, on peut rentrer dans la stratégie
marketing, pricing, etc., par la data financière. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait donner l'eau à la bouche à ceux qui nous écoutent de mettre en place des systèmes financiers, parce qu'en fait, c'est pas juste venir récolter des données bêtes et méchantes. Ah, c'est ça. Et puis, tu vois, moi, je viens du monde du corporate. Si tu regardes un peu les organigrammes Mm. des sociétés, enfin, tout type de sociétés, PME et au-delà, des sociétés cotées et autres, tu regardes leur board, tu regardes leur comité de direction, tu as toujours un directeur marketing, tu as toujours un directeur des opérations, un directeur financier. Mm. C'est une fonction qui, enfin, je crois pas, à ma connaissance, qu'il existe des sociétés qui durent sans avoir un directeur financier qui aide au pilotage. Ça ne veut pas dire que le directeur financier prend toutes les décisions, au contraire, Bien mais sûr. il accompagne les autres leaders au sein de l'entreprise. Moi, je travaille dans certaines sociétés, enfin certains entrepreneurs que j'accompagne qui se structurent en comité de direction, où justement, ils recrutent leur directeur marketing, directeur des opérations, directeur financier, en l'occurrence moi. Et donc, on a des conversations ultra stratégiques, régulières, hebdomadaires, pour piloter l'activité avec chacun un regard différent. C'était justement la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as des clients qui sont un petit peu structurés comme ça, en mode comité de direction, bien qu'étant en fait infopreneur? On n'a pas toujours ce réflexe de se structurer de cette manière-là parce qu'on se dit que c'est pour les grandes entreprises, etc. Mais même en fait de manière informelle, tu vois, et non officielle, c'est-à-dire c'est pas un vrai comité de direction comme on peut les voir par exemple dans une start-up, mais les freelances qu'on a autour de nous, en tout cas les entreprises qui nous accompagnent comme toi, en tant que conseiller financier, en fait, c'est intéressant de se constituer comme ça, de se structurer de cette manière-là. Et du coup, la question que j'ai, c'est les clients qui se structurent comme ça, avec qui tu travailles, est-ce que le CODIR, on va dire, est-ce que le CODIR est constitué comme toi de personnes externalisées ou tu en as qui ont aussi internalisé ces fonctions? Non, ça peut être externalisé, c'est souvent externalisé. En fait, ça va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise, de sa taille critique, hein, pour pouvoir avoir ce type de ressources. Souvent, mes clients qui font appel à mes services pour ce type de prestations, ils sont plutôt des clients qui génèrent des chiffres d'affaires à 7 chiffres, pour le Oui. coup, qui se sont professionnalisés ou qui sont en cours de professionnalisation, qui ont bien compris le besoin et qui, du coup, délèguent la responsabilité de la fonction à quelqu'un, pour ma part, à la partie financière. Mais chaque responsable de fonction au sein du CODIR est source de propositions, Mm. est proactif et vraiment gère son périmètre comme son bébé, en fait. Un peu comme un chef d'entreprise bis, en tout cas sur son périmètre. Je vois l'idée. Du coup, tu interviens vraiment sur un angle assez large de besoins, de problématiques structurelles. On en parlait tout à l'heure en off, où je te disais, j'ai un peu la vision de niveau de problématiques structurelles. Donc, niveau 1, en fait, on a des problématiques plutôt liées aux problématiques des indépendants, solo, etc. Niveau 2, on va plutôt avoir des problématiques du genre, j'ai plein de freelance autour de moi, il faut que je structure, que je mette en place des systèmes pour que le tout soit coordonné. Niveau 3, bah, c'est peut-être un petit peu plus là ce dont on parlait, c'est-à-dire que ça y est, on est structuré, et puis là, on va vraiment soit internaliser des choses dans nos structures, soit aller un cran au-dessus en mettant en place, par exemple, un CODIR ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai cette sensation que toi, ton métier, il peut intervenir un peu dans ces trois niveaux-là, si on parle que de ceci. Niveau 1, plutôt avec du mentorat, du conseil, c'est pas forcément de la mise en place. Niveau 2, on va plutôt être sur de la mise en place opérationnelle, en fait, de suivi qui va, en fait, par effet de, comment dire, action-réaction, qui va, comment dire, faire en sorte que tu vas aussi agir sur le côté stratégique. Et niveau 3, tu vas aussi prendre part quelque part véritablement à la stratégie de l'entreprise avec ton regard d'expert des finances. Est-ce que j'ai C'est ça. juste dans cette... Très, très bien synthétisé, Ok. effectivement. C'est vrai que j'accompagne les entrepreneurs depuis le début, j'ai envie de dire, Mm. hein, quand ils sont solopreneurs, et j'essaie de leur faire franchir les paliers avec différentes offres, hein, mais les faire franchir les paliers les uns après les autres, parce que mon objectif, c'est que tout le monde performe et aille le plus loin possible, encore une fois, pour dérouler sa mission, en fait, Mm. mener à bien sa mission. Ok, merci. Hyper intéressant. Donc, alors attends, je regarde un petit peu mes questions, parce qu'on a déjà, en fait,
vu plein de petites choses que j'avais notées. Oui, il y a une petite question que j'avais envie de te poser. Il y a parfois un gap entre ce que pensent avoir besoin les clients et ce dont ils ont vraiment besoin. Typiquement, ce fameux côté, tu sais, en marketing, on parle de vends-leur ce qu'ils veulent, mais en fait, dans les faits, fais ce dont ils ont vraiment besoin. C'est ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui existe dans ta thématique? Est-ce que tu vois un gap? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah absolument, parce qu'en fait, la finance, c'est pas un sujet qui est sexy, Mm. et on voit pas forcément le retour sur investissement de la finance. Donc, on va se focaliser dans un premier temps, on va se dire, voilà, je lance mon business, il faut que je fasse des ventes. Et oui, fair enough, il faut faire des ventes, c'est le point de départ. Oui. Donc, on va se focaliser sur le marketing, on va se focaliser sur les ventes, le sales. Et puis, effectivement, on va être victime de son succès, donc il va falloir se structurer au niveau des opérations et au niveau des équipes. Bon, une fois qu'on a structuré ces quatre piliers-là, dans le monde de l'infoprenariat, j'ai l'impression que beaucoup de chefs d'entreprise s'arrêtent dans leur raisonnement, genre comme s'ils avaient tout mis en place. Sauf qu'en fait, si la croissance continue, il va falloir structurer d'autres piliers. Bien sûr, bon, il y a la technique, hein, on n'en a pas parlé dans nos échanges, mais c'est quand même assez fondamental. Il va y avoir le juridique, Mm. et puis, bien évidemment, il y a la finance. Et donc, je pense que la thématique financière, elle intervient plus tard dans la croissance de l'entreprise. Néanmoins, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, tout type de business, il n'y en a pas un qui ne soit pas concerné par des problématiques d'argent. Voilà, d'encaissement, de vente, etc. Pour autant, combien d'entrepreneurs se sont réellement formés à la gestion financière? Bah, en Mm. fait, souvent assez peu. Il y a assez peu d'offres sur le marché. Mm. C'est pas sexy, ça intéresse pas. Pour autant, l'impact d'une bonne gestion peut être très important. Déjà, d'un point de vue offensif, il y a un vrai retour sur investissement de la finance parce que on va générer des économies par-ci, on va peut-être mettre l'accélérateur sur des opportunités qui n'avaient pas été identifiées, et donc on va pouvoir voilà, catalyser la croissance grâce à la finance. On va peut-être faire des économies au niveau des impôts parce qu'on va se structurer juridiquement avec différentes structures, différentes Mhm. sociétés qui vont permettre d'optimiser. Alors là, on est un cran plus loin, hein. Je ne sais pas si ça s'adresse à ton audience. Mais dès qu'on est sur des business mettons, à 7 chiffres, il peut commencer à être intéressant de s'interroger sur l'opportunité de créer d'autres structures et après de diversifier son patrimoine. Mais là, je m'égare. Euh, du coup, j'ai Ça reste intéressant, hein. Cela dit, c'est bien aussi, tu sais, d'avoir un peu la vision long terme. On en parlait, je ne sais plus dans lequel de nos échanges, mais où on disait, en fait, c'est intéressant de ne pas voir que sur le présent. Et d'ailleurs, toi, tu le dis, la finance, c'est surtout aussi la vision du futur. C'est ça que tu vends, en quelque sorte. C'est ça. Et alors, je parlais d'aspect offensif, Oui. mais il y a aussi l'aspect défensif. C'est Mhm. la finance permet aussi de s'éviter des galères et potentiellement, on en parlait précédemment, de mettre la clé sous la porte. Mhm. À combien est-ce qu'on estime la valeur de ne pas perdre son business? Tu vois, ça, c'est difficile à quantifier. Mais quand on me contacte et que c'est trop tard et qu'en fait la société elle est en déclin, elle est en perdition, il n'y a plus d'argent et on me dit Arnaud, qu'est-ce que je dois faire? Bah, souvent c'est un peu tard en fait. Donc et il y en a des cas de figure assez dramatiques, hein, de gens qui ont fait des belles performances Mhm. à 200, 300, 400 cas et puis qui en l'espace de quelques années ont disparu du marché, Oui. qui pensaient pas que ce soit possible et pourtant ça leur est arrivé. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y en a d'autres qui s'endettent à titre personnel pour pouvoir mener leur activité Mhm. et qui se mettent dans des situations vraiment difficiles. Donc, donc grosse vigilance et voilà pour ce que je peux dire sur la valeur perçue de la finance. Elle est méconnue, elle est, je pense, un peu sous-estimée. Et quand on s'en rend compte, c'est malheureusement parfois trop tard. D'accord. D'où l'importance de mettre en place au moins des routines, des process assez tôt pour que bah, quand ça devient critique, quand on fait appel à des gens comme moi, par exemple, au moins on a des éléments à partager en fait. On part pas de zéro. Et alors, justement, ça m'appelle une question. Qu'est-ce que moi, solopreneur, tu vois, qui commence à avoir une activité qui fonctionne bien, j'ai quelques freelances autour de moi, je génère un chiffre, elle est entre 60 et 150 k hors taxe. Qu'est-ce que tu me recommanderais de mettre en place, tu sais, le MVP en fait de la finance
pour être justement au moment où je vais avoir vraiment besoin de toi en tant que prestataire. En fait, on soit pas dans du mode pompier, mais plus dans du mode on va pérenniser en fait l'existant. Ok, excellent. Bah, justement, je pense qu'il est intéressant, même à ce stade-là de développement business, de commencer à collecter ces datas Mm. et commencer à les enrichir en leur donnant un peu de sens. Il existe sur le marché plein d'outils, de plateformes. Je sais que toi-même, tu en as développé un d'outils Mm. qui permettent de consolider ces chiffres, de les, comment dire, de les collecter. Ouais, Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel de le faire très tôt. ok. Il y a des entrepreneurs qui pilotent leur business juste sur Excel. Alors, Mm. ça peut marcher. J'ai vu Oui. pire, hein. J'ai vu des entrepreneurs qui pilotent leur KPI sur des post-it, hein. C'est pas très dynamique le post-it. Moi, j'aime au moins les spreadsheets, les tableurs, mais dès que possible, aller sur des outils qui permettent de collecter les données bancaires, ne serait-ce que ça. J'ai plein Ok. d'entrepreneurs qui ne collectent pas leurs données bancaires. Mm. Donc, du coup, bah, le train est passé et on n'a pas d'historique. Oui, et on sait pas ce qui s'est passé, on n'est pas en mesure en fait, on en parlait dans d'autres épisodes, de voir en fait quel produit rapporte, quel produit coûte de l'argent, etc. En fait, on n'est plus en mesure de le savoir, à moins de repartir en arrière en fait et de reprendre toute la donnée, de la remettre. Voilà, donc ça, c'est très chronophage, c'est douloureux, c'est pénible, c'est poussif. Et des fois, c'est même pas possible en fait. D'accord. Tu vois, j'ai l'exemple d'une cliente qui me dit, ouais, je veux comparer, voilà, je veux faire de la croissance. Ok, très bien. Mm. Mais de la croissance, tu compares l'année d'avant à l'année d'après. Mhm. Sauf que l'année d'avant, en fait, on n'avait pas de données. On avait quelques mois de données, mais on n'avait pas une année complète en fait. Et donc, je lui dis, bah, comment veux-tu que je te calcule des taux de croissance si j'ai pas le point de départ? C'est pas possible. Et on Ok. n'avait pas possibilité de remonter en arrière suffisamment pour reconstituer les 12 mois de l'exercice précédent. Donc, euh, donc on est obligé d'attendre. Ok. Ok, ouais, hyper intéressant. Donc, on se structure dès le départ. Au moins, on récolte les données. Si on ne sait pas encore trop quoi en faire, Absolument. Ouais. on les récolte. Et en fait, toi, tu viendras nous dire à un moment donné, quand on vient te voir, tu sauras nous dire comment les analyser. Mais voilà, en tout cas, c'est important de les avoir dès le départ. Absolument. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'avant-après? Je pense que tu as des clients que tu accompagnes depuis suffisamment longtemps. À quoi ça ressemble un avant-après Arnaud et en tout cas analyse des finances et combien de temps ça prend pour avoir du résultat, même si j'imagine que c'est complètement indépendant hein, de la situation de chaque entrepreneur. Mais est-ce Ouais. que tu as des patterns qui se dessinent un petit peu? Alors, souvent, quand on me contacte, le mot qui revient, c'est je suis dans le brouillard et j'ai besoin de clarté. Ouais. Parce qu'il y a des décisions d'investissement qui arrivent et l'entrepreneur ne sait pas s'il peut se permettre tel ou tel investissement. Il en a envie, il sent intuitivement que c'est la bonne décision à prendre, mais il n'en a pas de certitude. Et donc là, il a quand même la lucidité de se dire, tiens, je vais essayer de valider ça avec des éléments rationnels et on va voir ça avec Arnaud. À l'issue d'un accompagnement, on a mis en place les outils, on a mis en place les prévisionnels qui permettent d'avoir de la clarté, de la sérénité au moment de prendre la décision. Donc je pense que c'est ça le changement principal. L'autre changement qui est très important, c'est que pendant l'accompagnement, on met ces outils en place et ils sont pérennes. C'est-à-dire que même si je suis plus là, l'idée c'est que je mette en autonomie au Mm. maximum les entrepreneurs pour qu'ils puissent continuer le travail, même quand je suis plus là en fait. Ou alors, pour certains, ils prennent goût à l'accompagnement et Oui. me disent bon bah en fait, on est très content de tes services, on veut que tu continues à nous accompagner, donc tu fais partie limite des équipes et tu restes à nos côtés, quoi. Ce qui permet en fait de décharger la, la fonction finance Mm. des épaules, soit du chef d'entreprise, soit du chef de l'assistant ou de l'assistante. Parce que souvent c'est ça, hein. Souvent la finance est gérée par l'assistante. Sauf que l'assistante, elle a beaucoup de choses à gérer et elle n'a pas forcément le bagage financier. Donc, elle va gérer l'opérationnel, le day-to-day, mais pas forcément prendre des décisions et des actions pour anticiper les besoins futurs.
Ouais, j'entends ce que tu dis. Elle a pas forcément la lecture, en fait. Le reporting, oui. Pourquoi pas mettre en place un tableau, éventuellement, si elle a quelques compétences sur le sujet. Mais c'est vrai que la lecture, en fait, analytique, ça va pas forcément être son cœur de métier. Et donc, en tout cas, la lecture qu'elle va pouvoir faire, elle sera forcément moins pertinente que si on la confie à quelqu'un de plus expérimenté sur le sujet. Absolument. Ok. Ça. J'ai une dernière question qui est en termes de livrable en quelque sorte. Quand je travaille avec toi, à quoi je m'attends? Parce que du coup, j'ai compris comment dire, les bénéfices que ça va m'apporter. Mais concrètement, est-ce que j'ai un spreadsheet? Est-ce que tu travailles avec des applications? Est-ce que c'est dépendant de chacun de tes clients? Alors effectivement, quand tu dis dépendant de chacun des clients, c'est hyper important parce que Mm. euh, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui change entre l'avant et l'après. Ça va Oui, déjà beaucoup dépendre de ce qui a été mis en place avant de me contacter. oui. Euh, il y a des entrepreneurs qui arrivent avec un écosystème en place et moi je m'adapte à cet écosystème. J'essaye de leverager l'existant pour aller plus loin. Il y en a qui me contactent, ils ont rien du tout. Donc déjà quand ils repartent, ils ont quelque chose, ils ont un écosystème qui fonctionne. Ok. Voilà. Après, les problématiques sont différentes et tout dépend des services que je propose aux clients. Si tu veux, ça va pas être le même livrable pour un mentorat que pour un client pour qui je fais du DAF externe et je suis presque full-time, en tout cas part-time dans son Oui. business. Donc un peu difficile de te répondre concrètement vu la diversité de cas de figure. Ok, non mais c'est intéressant, même si la réponse entre guillemets n'est pas celle que j'attendais, je mets des guillemets, ça donne quand même une idée. C'est-à-dire que déjà, dépendamment en fait de mon point initial, je vais aller dans un sens potentiellement différent avec toi. C'est-à-dire si j'arrive déjà avec une structure, bah, tu vas m'amener de manière différente au point, enfin à l'objectif. Si j'arrive sans rien, bah, déjà il y a tout à construire. Donc j'imagine que tu travailles principalement avec des spreadsheets. Oui, c'est ça. Alors, Ouais, bon, les spreadsheets, c'est un support. L'idéal, c'est d'aller dans des solutions un peu plus robustes, hein. ouais. Il y a des fintechs qui ont fait des levées de fonds, qui développent des produits super sympas, en tout cas, de mon point de vue. Oui. Donc ça existe. Mais ce que je voulais te dire, c'est par exemple, j'ai une cliente où j'ai commencé à travailler avec elle pour analyser ses marges et je me suis retrouvé en cours de route à faire plus de l'analyse de stock parce qu'elle avait une activité de e-commerce. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un réservoir d'opportunités sur ces stocks qui était énorme et qui immobilisait son capital de manière très importante. Et finalement, les marges étaient excellentes. Donc, c'était plus le sujet. Elle m'avait contacté pour ça, mais on a bifurqué sur autre chose en cours de route. Donc, difficile pour moi aussi de Hmm. dire ce sur quoi on va travailler au départ. Je dis souvent, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour paraphraser Forrest Gump. Ouais. Un business, c'est pareil. Quand quelqu'un me contacte, je ne me prononce pas forcément sur le travail qu'on va faire ensemble. J'attends qu'on soulève le capot, qu'on regarde ce qu'il y a en dessous. Et assez rapidement, j'arrive à avoir des idées de ce qu'on appelle les low-hanging fruit, les fruits mûrs qui sont prêts à être cueillis et qui sont à portée de main, en fait. Voilà, ceux sur lesquels on va travailler en priorité. Ok, merci pour cette réponse. Et j'ai envie de rebondir dessus parce que c'est souvent mon cas aussi. Et je pense qu'en fait, en gestion d'entreprise, quand on fait appel à un prestataire externe, profil intégrateur, tu vois, comme toi et moi, et tous les autres invités aussi de cette saison, euh, en fait, on nous appelle pour une douleur, un problème. Et nous, on arrive donc avec notre angle d'attaque, hein, toi, les finances, et on ouvre le capot, comme tu dis. Et en fait, parfois, on nous dit, aïe, j'ai besoin de ça. Et en fait, nous, on regarde, on fait, ah oui, alors en fait, oui, Mais pas ça. on travaillera ça potentiellement, mais en fait, ça, on s'en fiche complètement. C'est vraiment pas la problématique du moment. Là, en fait, ton problème, il est là. Et j'en parlais d'ailleurs avec Guillaume quand je l'ai invité sur cette saison. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans nos échanges. Où donc lui, il est pas mal de même profil que moi, tu vois, dans la gestion de projet, vraiment orchestrer le business de ses clients. Et ça lui arrive souvent d'arriver dans un business où le client dit ouais, j'ai des problématiques, j'en sais rien de gestion d'équipe par exemple. Et en fait une fois qu'il a fait son diagnostic, il s'avère que c'est pas du tout une problématique de gestion d'équipe, mais ça va plutôt être une problématique de gestion de stock ou quelque chose de beaucoup plus terre à terre en fait. Et enfin voilà. Donc
intéressant d'avoir soulevé aussi ça. Donc voilà, sachez-le, quand vous travaillez avec des intégrateurs, vous n'allez pas forcément aller dans la direction escomptée au départ. Écoute, un immense merci d'avoir pris le temps de faire un tour d'horizon de ce que c'est que travailler avec un intégrateur financier. Je pense que tu as éclairé la lanterne de nombre d'entre nous, parce que moi aussi, hein, même c'est pas forcément une spécialité que déjà moi c'est pas ma spécialité tout court, les finances. Même si en effet j'ai développé une application sur le suivi des finances, mais je vais quand même beaucoup moins en profondeur que toi. Est-ce que on a fait le tour de tout ça, ou est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Non, bah écoute, si ça t'a apporté à toi et j'espère à ton audience de la clarté, ben écoute, j'en suis ravi. Je n'ai rien à ajouter, votre honneur. Eh bien écoute, parfait. Un immense merci et à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.